Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Euh, Très content de, de nouveau contact avec vous, encore une fois, sur cette plateforme. Aujourd'hui, Inch'Allah Rahim, on va voir ensemble deux volets du droit du travail. On va voir le comité d'entreprise et on va voir l'inspecteur du travail. Le comité d'entreprise, il n'y a pas beaucoup de choses à se dire. Les articles qui traitent du comité d'entreprise sont de l'article 465 à l'article 470. Il faut savoir que le comité d'entreprise a un rôle purement consultatif. Bien sûr, quand on dit un rôle consultatif, cela veut dire tout simplement qu'il ne prend pas de décision. C'est pas à lui de décider. Il a un rôle consultatif. Tashawuri faqat. D'accord? Aucun droit de vote ou d'autorisation ne lui est explicitement attribué. Aucun droit de vote ou d'autorisation ne lui est explicitement attribué. Alors il a un rôle purement consultatif. Alaykoum salam wa rahmatullah. Que stipule l'article 465? Le comité d'entreprise prévu dans les entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire 50 et plus, ils doivent avoir un comité d'entreprise. En deçà de 50 salariés, ils sont épargnés d'avoir ce comité. Alors le comité d'entreprise est constitué par l'employeur, deux délégués des salariés, un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant. Alors, soit deux délégués, ça veut dire si le nombre de salariés n'autorise pas à avoir un représentant syndical, on va voir ça Inch'Allah par la suite. On va réserver un cours spécial pour tout ce qui est délégués et représentants syndicaux. Le fait d'avoir un représentant syndical dépend du nombre des salariés. Alors, soit un ou deux représentants syndicaux, ça dépend du nombre, soit deux délégués des salariés. Bon, deux délégués des salariés parce que déjà, l'entreprise est là, 50 salariés. Alors, c'est la composition. Bon, c'est tout ce qui touche le comité d'entreprise. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le comité d'entreprise est obligatoire quand l'entreprise a 50 salariés. Oui, c'est Ayoub, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette obligation n'est pas respectée. Oui, je sais, cette obligation n'est pas respectée. On trouve même des entreprises qui ont le nombre, un nombre qui leur autorise d'avoir des délégués et non pas de délégués. D'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est obligatoire. C'est le rôle de qui? C'est le rôle de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail qu'on va voir maintenant.
est-ce qu'il fait son travail correctement ou pas? Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier cette personne en tant que poste, en tant que travail, mais on ne va pas juger ce qu'il fait en pratique. Parce qu'on n'est pas là pour faire ça. L'inspecteur du travail. Quelles sont les missions des inspecteurs du travail? J'aimerais bien qu'on ait une idée que l'inspecteur du travail, ce n'est pas un juge. Mais l'inspecteur du travail, c'est l'idée principale déjà. L'inspecteur du travail, ce n'est pas un juge. D'accord? Et vous allez voir, quand on va, je vous en prie, Sayoub, on va voir quand on va aborder les missions de l'inspecteur du travail. Veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au travail dans l'entreprise assujettie au code. C'est-à-dire, c'est lui qui veille au respect. Ça veut dire, est-ce que les règles du code, tout ce qui est réglementaire, est-ce qu'il est appliqué au sein de l'entreprise ou pas? Pas n'importe quelle entreprise, les entreprises qui sont assujetties au code. Bien sûr, on va voir qu'il peut même intervenir dans les établissements publics, à condition que cet établissement-là, l'État n'a pas accordé ce contrôle à un autre organe. L'inspecteur du travail, il peut jouer ce rôle au sein d'un établissement public. Assurer le contrôle de l'application des textes légaux et réglementaires en vigueur dans l'entreprise. Et les établissements de l'État et les collectivités locales, tant que cette mission n'est pas confiée par voie de texte à d'autres agents. Merci Saïm. D'accord? Tant que cette mission n'est pas confiée par voie de texte à d'autres agents, l'inspecteur du travail, c'est lui qui veille au respect des textes au sein de ces établissements-là. D'accord? Contrôler l'application des dispositions des conventions collectives. S'il y a un secteur, par exemple, qui est régi par le code du travail et là encore une convention collective comme le secteur bancaire, dans ce cas-là, l'inspecteur du travail, il a le rôle de vérifier est-ce que la convention collective est appliquée à la lettre ou pas. Bien sûr, un petit rappel, la convention collective, à quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle traite? Elle traite les avantages accordés aux salariés. D'accord? Alors, contrôler l'application des dispositions des conventions collectives. Et là, un rôle de conseil et formation. Alors, l'inspecteur de travail fournit des informations techniques aux salariés et aux employeurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales. Alors, il joue le rôle de conseiller en la matière. D'accord? Il joue le rôle de conseiller, que ce soit des informations techniques, juridiques, pour améliorer ou là pour le bon déroulement pour une bonne application du code du travail au sein de l'entreprise. Si nous avons un effectif de 50 salariés, sachant que la moitié sont des intérimaires.
L'intérimaire ne fait pas partie de l'entreprise. C'est Abdrahim, on a déjà vu ça, on a dit que l'intérimaire, il dépend de l'agence d'intérim. D'accord? Il ne dépend pas de la société utilisatrice. L'intérimaire, il opère dans une société utilisatrice. Ce n'est pas son employeur. Son employeur, c'est l'agence d'intérim. Alors, l'inspecteur du travail fournit les informations techniques aux salariés et aux employeurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales. En outre, il porte à la connaissance des autorités gouvernementales chargées du travail les déficiences ou les abus non couverts par la législation en vigueur. Ça, c'est hyper important, je vous dis pourquoi. Alors, rappelez-vous ce qu'on a vu à propos du contrat à durée déterminée. D'accord. On a dit qu'au Maroc, en matière d'application, il est plein de failles. Et il se renouvelle une seule fois, certes, mais on a le droit de garder le même salarié dans le même poste. Il n'y a pas de cette période de carence. On ne mentionne pas les motifs de recours, ce qui nous empêche de distinguer entre CDD et CDI. Vous ne croyez pas que ce sont des déficiences que l'inspecteur du travail doit déclarer aux autorités gouvernementales? Moi, en tant que prof, j'ai soulevé ce problème. L'inspecteur du travail, vous ne croyez pas qu'il a déjà observé ça avant moi? C'est tout à fait normal. Alors, quand il y a une faille qui touche le code du travail, en matière d'application, parmi les premières personnes à tirer la sonnette d'alarme, c'est l'inspecteur du travail. Il a un rôle énorme en la matière. Le premier défendeur des droits de l'employé, c'est l'inspecteur du travail, à travers cette mission qu'il a. Personne n'est parfaite. Le législateur, il peut se tromper, il peut rater quelque chose. Hein? Mais quelqu'un du domaine, quelqu'un qui pratique, certainement il va détecter où se situe la faille. C'est pour cela qu'il a un rôle énorme pour améliorer le texte juridique qui est le code. L'inspecteur du travail, il a un rôle énorme pour améliorer le code du travail. Un autre rôle, il a le rôle de conciliation dans les conflits individuels. Bon. Conciliation. Si j'ai un rôle de conciliation, solh, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas un juge. Je n'ai que le rôle de conciliation. Concilier entre X et Y. Ça veut dire que je ne suis pas un juge. D'accord? Il a le rôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il mène des tentatives de préconciliation. Et puis, il établit, il contresigne le PV de conciliation définitive. D'accord? Concernant les problèmes ou les conflits individuels. J'ai toujours dit ça à mes étudiants. Pour maîtriser un domaine, il faut maîtriser les définitions. D'accord? Un conflit individuel, c'est entre un employé et un employeur. Individuel. D'accord? Un conflit collectif, c'est entre un employé et plusieurs salariés. C'est ça, c'est ce qu'on appelle conflit collectif. Il contresigne les reçus, écoutez très bien, si vous vous rappelez de ça, il contresigne les reçus pour solde de tout compte des salariés analphabètes lors de la rupture du contrat de travail. C'est-à-dire, rappelez-vous, je vous ai dit, jamais on accepte une démission déposée par un analphabète. Jamais. Et pour mettre fin à cette relation de travail entre l'employeur et l'employé analphabète, il y a monsieur l'inspecteur du travail qui contresigne les reçus pour solde de tout compte. Comme ça,
l'employeur est à l'abri des problèmes. Comme ça, l'employeur, on ne va pas dire qu'il a exploité telle ou telle situation. Bon, la situation, c'est le fait que l'employé soit analphabète. Il entame de toute urgence la tentative de conciliation en cas de conflit collectif. Écoutez, c'est la première étape. On va voir la procédure. C'est la première étape. Il entame la tentative de conciliation quand il y a problème entre employé, un employeur et ses salariés, d'accord? Et il établit le PV, d'accord, total ou partiel, ou de non-conciliation. Soit ils vont se mettre d'accord sur l'ensemble des problèmes, soit ils vont se mettre d'accord sur une partie des problèmes, soit ils ne vont pas arriver à une solution. Quelle que soit la situation, quel que soit X, l'inspecteur du travail est amené à élaborer, à établir un procès verbal. On doit toujours chercher, en tant qu'employeur, on cherche, dans des circonstances bien déterminées, on cherche l'accord ou l'autorisation de ce monsieur. Alors, ça, c'est manifeste quand il est question des sanctions disciplinaires contre les délégués du personnel. Alors, pour sanctionner un délégué du personnel, il faut avoir l'accord de l'inspecteur du travail, ainsi que les représentants syndicaux, ainsi que les décisions prises contre les médecins de travail, ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, je passe par l'inspecteur du travail qui va chercher à avoir l'autorisation et la décision finale de la part du médecin inspecteur du travail. Et on doit même chercher l'autorisation pour l'emploi des femmes. Quand on veut engager des femmes, la nuit, de 21h à 6h. Les unes qui fait travailler les femmes la nuit, ils ont une autorisation de l'inspecteur du travail. Quand on veut faire travailler un enfant de moins de 16 ans, il faut avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Très bien. On demande, on a vu maintenant, demander l'accord et l'autorisation pour sanctionner un délégué, un représentant, un médecin du travail, d'accord? Après, bien sûr, consultation de l'inspecteur médecin du travail, faire travailler les femmes la nuit et faire travailler des enfants moins de 16 ans. Maintenant, on demande son avis. Quand l'inspecteur du travail demande l'autorisation, plutôt, on ne demande pas son avis, c'est lui qui demande les avis auprès de qui? Alors, l'inspecteur du travail demande l'autorisation du gouverneur. Quand est-ce qu'il demande l'autorisation? C'est ce qu'on appelle les avis. Quand est-ce qu'il demande l'autorisation du gouverneur? Pour le licenciement ou les fermetures totales ou partielles pour motifs technologiques, économiques ou structurels. C'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle. Pour licencier ou pour fermer, on passe par l'inspecteur du travail qui demande l'autorisation au gouverneur. D'accord? Ça ne se fait pas automatiquement. Il y a une procédure à adopter parce qu'il s'agit d'une crise économique. Pour la réduction de la durée du travail au-delà de 60 jours par an pour crise économique passagère.
Rien à faire. Oui, c'est l'autorisation administrative. Pour l'autorisation administrative, c'est l'employeur qui la cherche. D'accord? Pour la réduction de la durée, bien sûr, il faut, quand on réduit la durée du travail, ça ne dépasse pas 60 jours en 365 jours. Durant l'année, si on veut réduire la durée du travail, ça ne devrait pas dépasser 60 jours. Le motif, c'est quoi? Crise économique passagère. L'instauration d'un système de roulement des congés annuels entre les entreprises d'un même secteur. D'accord? Quand les entreprises sont du même secteur, et s'ils optent pour un système de roulement des congés, bien sûr, l'inspecteur du travail cherche l'autorisation du gouverneur. La création des entreprises. Moyen d'action judiciaire. L'inspecteur du travail, si la durée de la crise dépasse 60... Non, je ne parle pas de la durée de la crise. La crise, il peut durer une année, 2 ans, 3 ans. Je parle de la fermeture partielle. Ou de la fermeture partielle. C'est pas total. Que ça dépasse 60 jours, il va fermer complètement. Hein. D'accord? Les moyens d'action judiciaire. L'inspecteur du travail a le droit d'entrer librement et sans avertissement. Ça veut dire c'est son droit. Préalable, alors, d'entrer, il a le droit d'entrer librement et sans avertissement préalable à toute heure de jour ou de nuit dans tout établissement assujetti au code. Il n'a pas à demander l'autorisation, il n'a pas à prendre rendez-vous. D'accord? Ce sont des visites inopinées. Entrer entre 6h et 21h dans tout endroit que l'inspecteur peut avoir un motif raisonnable pour supposer qu'il est assujetti au code. D'accord? À procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugé nécessaire, soit seul ou en faisant appel à des spécialistes. Il peut lancer des enquêtes, il peut lancer des investigations, d'accord? Soit seul, soit il peut se référer aux spécialistes, à savoir les médecins, les chimistes, les ingénieurs, parce que lui, il ne peut pas tout comprendre, bien sûr. Il y a question de compétences. Lui, il est compétent en quelques matières techniques, matières juridiques, etc. Mais il ne peut pas être compétent en toutes les matières. C'est pour cela qu'il fait référence dans ses investigations, dans ses recherches, à des spécialistes. L'inspecteur du travail est là des outils juridiques. C'est ce qu'on appelle le rapport de visite. Le rapport de visite, contenant des observations et des rappels à l'ordre. D'accord? Elle est établie obligatoirement à l'occasion de chaque visite. Chaque visite, l'employeur, l'inspecteur du travail, établit un rapport. Parfois, le rapport, il peut contenir une mise en demeure. Une mise en demeure. Pour les violations assorties d'un délai, bien sûr, pour les violations assorties d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 4 jours. Quand cela touche à l'hygiène et à la sécurité. Il effectue une visite, d'accord? Il remarque qu'il y a quelque chose qui peut être néfaste, qui peut être dangereuse, qui peut toucher à la sécurité, à la santé des employés. Dans ce cas-là, l'inspecteur du travail lance ce qu'on appelle la mise en demeure. Et il demande
à l'employeur de réparer ce qui est à réparer dans un délai de 4 jours. D'accord? Il a un délai de 4 jours. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le législateur a donné un moyen pour geler cette mise en demeure à l'employeur. Il a donné à l'employeur un moyen pour désactiver la mise en demeure. C'est quoi ce moyen? L'employeur peut faire un recours hiérarchique auprès de qui? Du ministre du Travail, dans les 15 jours qui suivent la réception de la mise en demeure. Alors il a 15 jours pour, c'est-à-dire, il ne va pas réparer ce qui est à réparer dans 4 jours. D'accord? Il a un délai, bon, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. D'accord? Il a un délai de 15 jours qui suivent la réception de la mise en demeure. Il a reçu la mise en demeure, il lui a dit, écoute, tu répares, tu dois trouver une solution dans 4 jours. Alors l'établissement du PV est alors suspendu en attendant la décision du ministre du Travail. Ça, c'est un moyen. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois je dis, à chaque fois on touche qu'il y a un pacte entre le législateur et le patron. Là, on le touche. C'est palpable. C'est flagrant même. Il y a une urgence. Ah. L'inspecteur de travail il remarque qu'il y a une anomalie qui peut être néfaste à la santé, à la sécurité des salariés. Il lui donne 4 jours pour réagir. Il ne le fait pas. Alors là, il ne le fait pas parce que la loi lui autorise de suspendre la mise en demeure. 15 jours. L'année de 15 jours, il doit attendre la décision du ministre du Travail. D'accord? Très bien. Le procès verbal. Bon, elle est établie après l'expiration du délai de la mise en demeure. 4 jours. Sauf en cas de danger éminent menaçant la santé et la sécurité des salariés. Quand il y a un danger éminent, ça veut dire qu'on n'a même pas à attendre le délai de 15 jours et la décision du ministre. Dans ce cas-là, l'inspecteur du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement les mesures qu'il s'impose. En cas de refus de l'employeur, l'inspecteur du travail procède comme suit. Alors, il y a un danger imminent. Il met en demeure l'employeur. L'employeur refuse de se plier devant cette mise en demeure. Et là, l'inspecteur du travail va procéder qu'ensuite. Procès verbal concernant le refus d'exécution. Refus d'exécution. Procès verbal de refus d'exécution. D'accord? Saisine du président du première instance, en sa qualité de juge de référé. Ça veut dire là, c'est un danger imminent. Il faut faire vite, il ne faut pas attendre. Par voie de lettre urgente accompagnée du PV. On n'a pas besoin d'un juge ordinaire. Non, un juge de référé. D'accord? Le président du tribunal ordonne la mise en œuvre des mesures appropriées pour mettre fin au danger imminent en fixant délai. Il faut faire vite. On va prendre les mesures nécessaires, les décisions pour stopper l'hémorragie. Très bien. Bien sûr, c'est le juge qui va déterminer le délai pour éviter le problème, ou le danger. Il peut décider la fermeture pour une durée qu'il fixe. Ce qui est important ici, c'est que l'employeur, il va payer le salaire des employés pendant cette période de fermeture. C'est comme une sanction du fait qu'elle a refusé la mise en demeure émanant de l'inspecteur du travail.
Alors, il y a des déclarations à adresser obligatoirement par l'employeur à l'inspecteur du travail. D'accord? L'employeur doit adresser obligatoirement, doit envoyer des déclarations de façon obligatoire à l'inspecteur du travail. Quelles sont ces déclarations-là? Déclaration d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement ou du chantier employé nos salariés. Soit on ouvre une entreprise, on le déclare à l'inspecteur du travail, soit un chantier où il y a, bien sûr, où il y aura des employés, il faut le déclarer à l'inspecteur du travail. Qu'est-ce qu'il faut déclarer encore? Les nouveaux recrutements. Chaque nouvelle recrue est déclarée à l'inspecteur du travail. Déclaration de changement d'activité ou de transfert. Déclaration d'emploi d'handicapé. Quand on emploie un handicapé, bien sûr, il faut le déclarer parce qu'il y a un pourcentage qu'on doit trouver dans les entreprises, un pourcentage de salariés handicapés, c'est 1%. Salariés handicapés, les orphelins de guerre et les mutilés de guerre. C'est 1%. Déclaration de recours aux salariés à domicile. D'accord? Ou à la sous-traitance. Puisqu'on travaille à domicile maintenant, ça on l'a déclaré à l'inspecteur du travail. Bien sûr, quand on se réfère à la sous-traitance, et vous savez très bien que la sous-traitance, c'est quoi? C'est lorsqu'on externalise un département. C'est plus l'entreprise qui se charge de ce département-là, on l'externalise. C'est-à-dire, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de subordination juridique entre l'employeur et les salariés, parce que ce sont plus de ces salariés. Par contre, il y a une subordination économique entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Soit on dit un maître d'ouvrage, soit on dit un donneur d'ordre. Déclaration de recours aux entreprises de travail temporaire. Si je veux recourir à une agence d'intérim, ce qui veut dire qu'il y aura des salariés intérimaires qui vont dépendre de l'agence intérim, qui ne vont pas dépendre de moi. Ça, il faut que je le déclare à l'inspecteur du travail. Il y a l'employeur ici, il a des obligations. Il doit mettre à la disposition de l'inspecteur du travail. Qu'est-ce qu'il doit mettre à la disposition de l'inspecteur du travail? Les registres, les livres et les documents dont la tenue est prescrite par le code. D'accord? L'employeur doit fournir à l'inspecteur du travail et à sa demande toutes les données en liaison avec l'application du code de travail. Et quoi encore? Ouvrir un registre spécial de l'inspection du travail, dans lequel il classera les copies des rapports et des mises en demeure qui lui sont adressées lors de chaque contrôle. Là, il y a un cas qui me vient à l'esprit. C'est le cas de cette usine de l'ICESFA, où on a trouvé que l'employeur n'a respecté aucune norme, ni de sécurité, ni d'hygiène, ni les règles du droit, du code du travail, rien. D'accord? Puis bien sûr, l'inspecteur de travail s'est déplacé pour voir. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une porte de l'usine qui est fermée en cadenas. Il a vu une usine qui n'est pas surveillée. C'est-à-dire, le gardien, il fermait l'usine en cadenas, il quitte. Il revient
à l'heure de pause. D'accord? Et il a vu qu'il n'y a aucune norme de sécurité et d'hygiène qui était respectée. Il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait du grillage. Il y avait beaucoup de choses. Mais quand l'usine a pris feu, c'était l'usine qui fabrique l'éponge. Quand l'usine a pris feu, il y avait près de 35 morts. Les blessés, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les choses qui sont évidentes, c'est de voir ce registre. Est-ce que l'inspecteur du travail, est-ce qu'il s'est déplacé pour voir, pour détecter les anomalies? D'accord? On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Bien sûr, parmi les premiers responsables, c'était, qui ont payé trop cher, c'était l'inspecteur du travail, hein, du secteur ou de la délégation où se trouve bien sûr l'usine. J'espère que vous avez compris un petit peu le rôle de l'inspecteur du travail. Il a un rôle très important pour protéger l'employeur des actes abusifs de l'employeur, protéger l'employeur des textes qui sont très mal compris ou en pratique ils sont très mal pratiqués ou mis en exergue. Il a un rôle de quelqu'un qui cherche la conciliation. C'est un conseiller. En gros, l'inspecteur du travail, il a un rôle très important à prendre vraiment en considération. Je vous remercie infiniment. À la prochaine, Inch'Allah.